vous expliquer comment héberger votre propre site web. Et Philippe, cette semaine, moi, je vous... Restez avec nous, on a des réponses à vos questions, des trucs, des astuces, et ça commence tout de suite. On aime toujours beaucoup recevoir vos questions, que ce soit sur le forum de notre site www.kt3z.com, encore par courrier électronique. Philippe, on a deux questions. Une question de Jonathan d'abord qui demande, sous Linux, comment faire en sorte que le mode graphique soit le mode par défaut au démarrage? Bon, qu'est-ce que Jonathan veut dire, c'est qu'au démarrage, il y a deux façons, si tu veux, de te loguer, en parenthèse, sur le système. Soit tu te logues en mode texte ou en mode graphique. Ouais. Pour changer le mode par défaut du système, il faut aller changer le fichier /etc/init tab. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser vi /etc/init. Oups, j'ai encore de la misère à écrire. Et on va aller changer la ligne qui dit ID, ici. On met en surlignage. Donc, ID 2.3, 2.init default. Ça, c'est le niveau de démarrage par défaut. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est aller changer. Ça, c'est le niveau du niveau texte. Donc, on fait niveau 5. Et le premier niveau, une fois qu'on va redémarrer la machine, automatiquement, on va avoir un écran graphique pour se connecter au système. Ah, intéressant. Alors, on a une question d'Alioun qui demande, est-ce qu'on peut overclocker ou, si vous préférez, augmenter la vitesse d'horloge du processeur de notre ordinateur portable? Ma réponse? C'est assez clair, c'est assez clair, on a bien compris. Bon, il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est la chaleur. Bon, d'un, déjà là, moi, j'ai un laptop qui est pas il y a 2 ans. Je fais juste le mettre sur mes cuisses pendant 1h30, 2 heures et ça brûle. Ça devient très, très chaud. Donc, imaginez-vous si on prend un processeur, qu'on surmultiplie la vitesse, ou plutôt la fonctionnement, de ça, la température monte par un facteur de 50 %, ça devient insupportable. Parce que la ventilation à l'intérieur d'un boîtier de portable est assez minime. Bon, il n'y a pas beaucoup de place. Non, puis c'est dangereux pour les pièces environnantes aussi, que le plastique du clavier, entre autres, ou des touches fondent. Donc, c'est assez clair. Je pense que la réponse... Pour faire ça avec un laptop. Je pense que la réponse est assez claire. Alioun, OK, en un mot, yish. D'accord. Alors, continuez de nous écrire. On va répondre à vos questions dans nos prochaines émissions. Vous avez noté nos adresses de courrier électronique et bien sûr, vous pouvez toujours venir sur le forum et puis on va sélectionner les meilleures questions. Vous avez peut-être des données assez délicates, sensibles et des données que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si vous avez un seul disque dur, vous comptez donc sur une seule possibilité de tout perdre. Effectivement. Bon. Donc, comment remédier à ce problème-là, Philippe? Ah, bien, de un, ça serait de faire vos backups, hein? On n'arrête pas de dire, il faut le faire. Mais sur le côté aujourd'hui, on parle de RAID. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, RAID? C'est pour Redundant Array of Independent Disks. Ou si vous voulez, une matrice de disques indépendants. D'accord. Matrice redondante. Oui, une matrice redondante. Ou de disques redondants. Bon. Enfin, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est la redondance. C'est ça. En fait, il y a plusieurs technologies de RAID. On compte à peu près 10 façons, c'est 9 façons de faire des RAID, mais il y en a 4 qui sont plus connus que les autres. D'accord. On va les expliquer vite, vite. Après ça, on va vous montrer une boîte RAID qu'on peut configurer de façon matérielle. D'accord. Bon. La première technologie, c'est le RAID 0. Bon, le RAID 0, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il n'y a aucune redondance là-dedans. C'est simplement pour des objectifs de performance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un RAID 0? C'est qu'on va prendre plusieurs disques et on va faire du stripping, qu'on appelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va entrelacer nos données. Donc, si je veux écrire le mot Philippe, par exemple, sur mes disques, au lieu d'écrire Philippe sur un seul disque, je vais écrire le P sur le premier, le H sur le deuxième, le I sur le troisième, et ainsi de suite. Donc, ça me permet de lire 3 blocs de données en même temps. Ah oui, d'accord. Donc, ça accélère de beaucoup mon transfert. Sauf que si je perds un seul de ces disques-là, je suis capoté. C'est fait. OK. Le redondance, effectivement. Pour un gain de performance. C'est ça. Donc, si on a une carte RAID, à ce moment-là, ça peut aller chercher, lire et écrire les informations en parallèle. Oui, exactement. Bon. Pour remédier à ce problème-là, nous, on veut quelque chose qui est beaucoup plus sécuritaire. On va y aller avec la technologie miroir au sujet du RAID 1. Bon, miroir, c'est assez simple. On prend minimum 2 disques, on prend les 2 disques et on écrit Philippe d'un côté, automatiquement de l'autre côté. Si on perd un disque, le système d'exploitation va lire automatiquement l'autre disque. On peut enlever le disque, remettre un nouveau disque, automatiquement les données vont être copiées sur le nouveau disque. Donc, sécurité maximale, mais on a
On n'a une pas légère perte de performance. On n'a pas le gain en performance. En fait, Exactement c'est ça. coupé en deux parce qu'on l'écrit deux Pas tout fois. à fait coupé en deux. Ça Non? dépend si le contrôleur est matériel ou pas. Ah, OK. Donc, sous ce point de vue-là, on perd un petit peu de performance, mais bon. D'accord. Si on veut combiner les deux, parce que moi, je veux de la performance et de la sécurité, Oui, tout à fait. on va faire ce qu'on appelle un RAID 10. Un RAID 10, ben, c'est la combinaison d'un RAID 1 et d'un RAID 0. Donc, on va se faire plusieurs blocs miroirs, comme on le voit à l'écran. J'ai mis 3 blocs qui sont en miroir toujours. Et avec ces blocs miroirs-là, on va faire du stripping, ou de l'entrelacement, donc un miroir entrelacé. OK. Donc, on va écrire, par exemple, PHI sur chacun de nos blocs. Automatiquement, ça va être copié pendant qu'on continue à écrire dessus. Ah oui, d'accord. Donc, on a notre gain de performance parce qu'on peut écrire sur 3 blocs et lire 3 blocs en même temps. Et en même temps, on peut perdre quand même un disque parce que les disques sont en miroir. Le problème avec ça, c'est que ça devient rapidement dispendieux. Ben oui, là, on est rendu à 6 disques. On est rendu à 6 disques. Bon, pour résoudre ce problème-là, on a créé la technologie RAID 5. Bon, RAID 5, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va faire de l'entrelacement mélangé avec de la parité. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, la parité? C'est comme on le voit à l'écran. Je vais prendre sur mon 3 disques. C'est le minimum 3 disques pour faire du RAID 5. Je vais écrire, par exemple, P sur le premier, H sur le deuxième disque. Et sur le troisième disque, je vais aller additionner le contenu, si tu veux, de mes deux premiers. OK. Donc, dans ce cas-ci, on met P plus H. Ah oui. Bon. Fait que ça me permet d'avoir un disque qui va vérifier finalement l'intégrité de toutes mes données. Si on regarde la deuxième ligne, on remarque que l'addition n'est pas sur la même. On fait un effet. Ah ben oui, c'est ça, parce que si on veut récupérer, il faut qu'on ait les sommes Exactement. sur les 3 disques C'est ça. répartis. Donc, on va toujours l'addition, ou si tu veux, l'addition de parité, va toujours se déplacer d'un disque à l'autre avec l'algorithme round robin, si tu veux, ou en CF, tout le temps. Donc, si jamais on perd un disque, on peut toujours récupérer toutes nos données. On a une grande perte de performance à ce moment-là, parce qu'il faut toujours recalculer quelle donnée est là. Sauf que si on ajoute un disque pour récupérer nos données, si tu veux, on rajoute un disque vierge, et automatiquement, on va pouvoir recréer nos données. Des fois, ça peut être long, dépendamment de la grandeur de nos disques, mais c'est quelque chose qui peut être quand même assez performant. Si on prend un RAID avec 5 disques, ça devient très performant et ça nous donne un disque de sécurité. Le but de tout ça, c'est plusieurs disques, ça peut être moins en moins de données. On peut combiner des RAID 5 en miroir, etc., etc. Évidemment, rendu là. De quoi ça peut avoir l'air pratique? Ben, c'est ça. Un RAID, on peut le faire de façon logicielle ou matérielle. Aujourd'hui, je vous ai amené un contrôleur qui est fait par Eurologic, Voyageur 3000. C'est pas récent, mais c'est quand même quelque chose de bien que Digidesign nous a fourni. Donc, c'est une boîte, finalement, où est-ce qu'on peut voir sur le devant, on peut rajouter des disques. Du côté droit, ici, on voit qu'avec les petits boutons roses, c'est des blocs d'alimentation. OK. Donc, afin de nous garantir un certain taux de haute disponibilité, on a deux. On met plusieurs. OK, Ça, au moins on en a deux. Donc, ça, c'est le devant. Si on se déplace pour voir l'arrière doucement, on peut voir les fentes pour le bloc d'alimentation. Donc, on vient les insérer ici. Très simple à insérer. Pas plus compliqué que Ça ça. s'emboîte. Exactement. Et là, on peut voir... Et là, on a un disque. Oui. Donc, les disques viennent un peu dans des boîtes comme ça. Encore une fois, avec la même façade, avec un petit bouton vert pour cette marque-là. Et à l'arrière, on peut voir, là, ici, notre disque. Avec Donc, on peut venir insérer aussi dans le devant de la boîte. Et on voit ici, à l'extrême gauche, le contrôleur qui va nous permettre de décider qu'est-ce qu'on fait avec nos disques, soit un RAID 1, 0, 10, etc. Tu as plusieurs configurations qui sont préprogrammées. Exactement. OK. Si on tourne la boîte de côté un peu, on va pouvoir voir qu'on a notre bloc d'alimentation ici à gauche avec l'interrupteur et on a deux blocs ici pour nos ventilateurs pour l'aération. Donc, pour s'assurer que les disques sont toujours bien ventilés à une température minimum. Et on peut voir ici nos différents connecteurs SCSI. Donc, on peut avoir deux contrôleurs différents sur la boîte pour séparer, si tu veux, les différents groupes de disques. OK. Donc, je pourrais décider, par exemple, de me faire 3 disques qui vont être en RAID. Un groupe de 4 disques qui va être du RAID 10. Ah, ben oui, c'est ça. Donc, ça résume un peu qu'est-ce qu'on a pour cette boîte-là. Il y a plusieurs boîtes qui existent sur le marché. On peut avoir des boîtes qui vont prendre l'équivalent d'un gros frigidaire au complet. Donc, ou à l'opposé, on peut avoir aussi un système à la maison, un système RAID à la maison. On en a parlé quand on a conçu nos systèmes, nos mises à niveau préférées. Donc, tout ce que ça nous prend, donc, pour ça, ça va être d'abord une carte maîtresse
qui supporte le RAID, qui n'est pas forcément beaucoup plus cher qu'une non, à carte vrai dire, c'est maîtresse rendu audio. très abordable aujourd'hui, une bonne carte qui supporte le RAID. On peut faire facilement un RAID avec 4 disques ou 3 disques même à la maison. Très facile à faire pour très peu de coûts. Très bien, bien, merci beaucoup Philippe. Juste après la pause, on va voir comment héberger son propre site web. Pour joindre le service à l'auditoire de Z, écrivez au 2100 rue Sainte-Catherine. Quelques utilisateurs de Windows sur la planète, vous n'avez vraiment aucune, mais aucune excuse de ne pas héberger votre propre site web. Alors, à condition évidemment que vous ayez une connexion Internet digne de ce nom. Ouais. Alors, pour ça, qu'est-ce que ça vous prend? Ben, d'abord, vous avez besoin d'une machine dédiée. Une machine dédiée à la tâche, ben, on pourrait dire que c'est une machine qui roule sur un système d'exploitation stable. Parce qu'il s'agit... OK, peut-être pas Windows 95, peut-être pas Windows 95, je te le concède, mais supposons qu'on veut faire un site web maison. C'est rien de trop élaboré. Déjà, avec Windows 98, c'est sûr que c'est pas l'idéal, Millennium non plus. Non, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. L'important, c'est ça. Et surtout, l'avantage, c'est que c'est extrêmement simple, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, on veut avoir une machine dédiée à la tâche qui va rouler 24 heures sur 24. Vous ne voulez évidemment pas redémarrer votre machine trop souvent, sauf Le moins possible. Le moins possible quand même. Vous voulez assurer un certain service. Question connexion, ça va vous prendre bien sûr une connexion haute vitesse. Je pense que si vous avez beaucoup d'utilisateurs qui se branchent sur votre 56K, c'est peut-être pas une bonne idée. Yish. Attention, oui, un autre yish. Attention cependant, attention cependant aux limites mensuelles. Certains fournisseurs d'accès à haute vitesse vous fixent une limite de upload, donc de téléchargement, si vous voulez, ou de téléchargement vers l'extérieur. Et à ce moment-là, si vous avez des limites mensuelles de téléchargement, ça peut être un problème. Question logicielle, c'est là qu'on revient à Windows. On va parler d'une solution qui est accessible à beaucoup de monde, donc il y a Windows 98, Windows Millennium. Pour ça, cependant, vous allez avoir besoin du CD de Windows 98. C'est une partie du CD qu'on remarque rarement. Si vous allez voir à l'écran, c'est dans le sous-répertoire Add-ons PWS. Quand vous allez sur Microsoft Windows 98, vous allez sur Parcourir ce CD. Et là, vous avez le sous-répertoire, pour nous, c'est F, Add-ons. Et là, vous avez un sous-répertoire qui s'appelle PWS. C'est le Personal Web Server. Alors, c'est ça qui va vous servir à héberger puis à administrer votre site web. Alors, vous double-cliquez sur Install et c'est tout à fait simple. Il y a un assistant qui va vous guider à travers la procédure. On va voir tout à l'heure la configuration proprement dite du Personal Web Server. Avant toute chose, cependant, il faut déterminer qui a accès à votre serveur. D'abord, il y a vous-même. Ça aussi, je pense qu'on est dans l'évidence. Vous pouvez y accéder à votre site web dans votre machine en utilisant l'URL http //localhost ou encore http //127.0.0.1. Oui, l'adresse de loopback. Exactement. Donc, vous n'avez pas besoin non plus d'être en ligne pour ça et ça vous permet de voir ce que ça donne vraiment à l'écran. Les autres personnes qui peuvent avoir accès à votre site web, c'est-à-dire au contenu, pas au site, mais vraiment au contenu de votre serveur, c'est n'importe qui aussi qui connaît votre IP si vous n'avez pas pris la peine de désactiver certains services. Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais pas. Peut-être NetBIOS? Oui, partage de fichiers, par 138, 139. Par exemple. Alors, on va voir également, on peut aller voir même tout de suite ce que ça donne. Oui. Bon, alors si on enlève ça, on va faire un clic droit sur le réseau, on va aller chercher les propriétés réseau. Et là, à ce moment-là, on peut désactiver le partage de fichiers d'imprimante. Oui. On peut désactiver en allant sur... on peut aller désactiver les services NetBIOS et ne garder que le service TCP/IP. Si vous avez un réseau à l'interne aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si vous avez besoin de partager une imprimante ou vos fichiers, faites-le uniquement sur l'interface qui est à l'interne, pas sur l'interface externe. Il y a moyen de séparer, si vous voulez, où on partage les fichiers. Exactement. Donc, ça, c'est évidemment une consigne de sécurité de base. Maintenant, au moment de l'installation de Personal Web Server, l'installation elle-même est facile. On choisit la configuration. Vous avez le choix entre la configuration minimale, configuration par défaut, configuration personnalisée. La configuration minimale, d'abord, suffisant dans plusieurs cas.
Il faut savoir aussi que l'installation par défaut comprend des fonctions de paiement sur le web, les transactions sécurisées, tout ça. Sauf que si vous avez Millennium et vous installez Personal Web Server, vous allez avoir un problème déjà. Des fonctions de transactions sécurisées, elles ne sont pas Millennium et Microsoft ne les supporte pas non plus. Alors, l'installation minimale va faire l'affaire. À ce moment-là, on va aller voir les propriétés. Dans notre cas, le service est démarré. On va aller dans les propriétés ici. Donc, c'est ici qu'on démarre. Oui, tout à fait. Alors, on a un assistant publication qui va nous conduire à travers toutes les étapes pour déterminer quel fichier on va publier sur le web. Oui. Assistant page d'accueil pour créer notre page d'accueil. Bon, la visite, ça c'est une visite du produit. Et dans les fonctions avancées, ça c'est intéressant parce que là, vous déterminez d'abord quel est votre répertoire racine. Donc, oui, très important. Très important. Et encore plus important, quelles fonctions sont possibles. Est-ce qu'on c'est en lecture seule? Est-ce qu'on peut exécuter des scripts? Oui. Bon, c'est à ce moment-là qu'on peut déterminer sur quelle page, dans quel répertoire on permet ça. Et après ça, dans chaque répertoire, on a tous nos sous-répertoires où on peut modifier les propriétés de la même façon. Excellent. Alors, c'est assez simple. On active également le document par défaut. Là, on donne index.html, défaut.html, défaut.asp et compagnie. Alors, une fois qu'on a ça, on peut faire le test. Si rien ne s'affiche, probablement qu'il peut y avoir un problème dans ces options avancées-là. Et je vous recommande d'aller spécifier vraiment quels sont les répertoires partagés et déterminer avec précision quel contenu vous avez l'intention de partager. Des questions de sécurité, on a parlé de désactiver NetBIOS ou de l'activer le partage de fichiers uniquement dans les cas et pour les fonctions dont vous avez absolument besoin. Oui. Vous ne partagez que les répertoires que vous devez absolument partager. Et bien sûr, installer un coup de feu, c'est toujours une bonne idée. C'est quand même préférable, surtout si vous avez un serveur web qui attire beaucoup de trafic. Attire beaucoup de hackers. Et voilà. Bon, on vous a parlé il y a quelques semaines d'une solution pour régler le problème d'adressage quand on a une IP dynamique. Donc, avec un service comme dndns.org, par exemple, dont on a déjà parlé, il est possible d'avoir une URL fixe, et même si notre adresse IP change de façon dynamique à cause de notre fournisseur Internet. Dernier problème, Anthony, c'est le problème. Il s'agit de faire connaître notre site web. Pour ça, chaque moteur de recherche a sa façon particulière de travailler et il faut s'inscrire, bien sûr, mais aussi prévoir dans notre page d'accueil, la page index, les métatags, c'est-à-dire les mots-clés, les informations de base qui vont nous permettre de retrouver notre site web lorsqu'on va en faire la recherche dans les moteurs de recherche. Et justement, parlant de métatags, Philippe, au lieu de taper vous-même, les tags dont vous avez besoin pour ajouter à votre page index HTML... Tu es en train de me dire que tu es trop paresseux pour les taper à la main, finalement. Oui, dans WordPad, par exemple. VI. Oh. Quand même. Bon, d'accord. Alors, mettons WordPad. Alors, il y a un site web qui s'appelle générateur de métatags, générateur automatisé de métatags. C'est sur le site de allhtml.com, dont on voit l'adresse au bas de l'écran. Le portail des webmasters. C'est un site français, comme son nom ne l'indique pas. Et il pourrait peut-être marquer portail des webmasters paresseux. Oui, aussi. Alors, parce que juste loader la page, ça va être plus long que de l'écrire. Non, c'est quand même très facile. Alors, on a le générateur de métatags, on remplit les champs qui sont indiqués, le titre du site, la langue, l'auteur, description, qui vont servir justement au moteur de recherche, l'URL, l'adresse de courriel et ainsi de suite. Et ensuite, on clique sur résultat, ça génère, on clique sur OK, ça nous en donne quelques-uns. Et là, on prend ce bloc de texte-là, on fait un copier-coller et on va mettre ça entre les head et /head, exactement, au tout début de la page index.html. C'est vrai que c'est pour les paresseux, mais dans le fond, pourquoi pas?
Oui, vous avez trouvé ça extrêmement utile. Justement, Philippe, de Oui, l'émission. c'est super utilitaire. Bon, ben, on a un petit logiciel que C'est un œuf de Pâques, hein, pour Ouais, ne un pas petit le coco de dire. Pâques. Ben, un petit coco, on pourrait dire un petit canard de Pâques, finalement, oui. dans l'application Adobe Image Ready. Donc, si Stéphane nous parle l'application, Bon. dans la barre d'outils, où on retrouve tous les boutons pour travailler sur nos images, Oui. il y a un petit bouton dans le haut. Ça s'en vient, Donc, les ça plus s'en vient, logiciels ça sera s'en pas- viennent. Il faut juste loader tous les plugins. C'est avec la touche Alt enfoncée, Alt appuyer gauche. sur le bouton gauche, sur le petit bouton qu'on voit à l'écran. Donc, Alt, c'est ici dans le coin supérieur gauche, C'est ça. là, dans cette Dans la barre barre d'outils-là. d'outils, tu cliques dessus et il y a un beau petit canard qui apparaît. Mais ce n'est pas tout! Non, Non, c'est pas vrai, il y a si mieux. tu vas dans le menu d'aide, Alors- dans Help, Oui. et que tu cliques sur About Adobe Image Ready, au lieu d'avoir l'image ordinaire, le nom d'application qui est petit changé louveteau. pour Adobe Pet C'est pas un Wolverine. louveteau, ça? Non, c'est un Wolverine. Ben, Wolverine, C'est pas un louveteau. Ah, non. C'est une autre bébite un petit peu plus méchante, mais beaucoup plus vorace. C'est la partie zoologique de KT3Z maintenant. Alors, c'est un petit œuf de Pâques. Bon, c'est comme il se doit, c'est un œuf de Pâques. Alors, on vous rappelle bien sûr que pour consulter toutes les recherches qui ont conduit à la création de cette merveilleuse émission de KT3Z, bien sûr, en une demi-heure, on n'a pas le temps d'en dire autant qu'on en sait. Alors, vous venez bien sûr sur notre site web www.kt3z.com. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre forum. Et Philippe, ben, je te remercie, comme toujours. À la prochaine. Et surtout, merci d'avoir été là. Salut bien. À la semaine prochaine.